Donc, Zimmer Biomet mérite-t-elle d'avoir une place dans notre watchlist? Donc, c'est également une compagnie dans l'industrie ici des healthcare equipment and supply, donc tout ce qui concerne ici l'équipement et les fournitures dans le secteur médical. OK? Donc, c'est un secteur d'activité qu'on a analysé dans le service Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est en description de la vidéo. Donc, ici, aujourd'hui, on va essayer de déterminer si c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watch. Et si c'est le cas, à combien? Donc, ici, première chose, au-delà de... Vous allez aller vérifier les chiffres, vous intéressent, vous allez vérifier ce que la compagnie fait. OK? D'accord? C'est... Voilà, je fais exprès de ne pas le mentionner. Donc ici, croissance des revenus. Enfin, maintenant, vous connaissez la chanson. Pourquoi? C'est la question qu'on doit se poser. Organique ou bien par acquisition. Donc, ensuite, on regarde la marge brute. On a une pression au niveau des marges brutes. Est-ce qu'on baisse les prix, par exemple? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on fait continuellement des acquisitions ici de telle sorte qu'on ait de telle sorte qu'on achète à peu près des segments d'activité, enfin des entreprises qui n'ont pas la même rentabilité que l'entreprise originale? C'est pas trop, c'est aller vérifier, bien sûr. Donc ici, quand moi je regarde les chiffres, je pose des questions. Et ces questions-là, je vais y répondre après la lecture des rapports financiers. Je constate ici qu'on a fait une grosse acquisition aux alentours de 2015, et à partir de 2015, justement, quand je regarde la marge, les revenus de 2015, on avait à peu près quelque chose alentour de 4 milliards, on a presque doublé ces revenus-là, donc c'est quand même une grosse acquisition qu'on a effectuée, et on voit déjà ici que les marges brutes, même si elles avaient commencé à baisser à cette période-là, parce qu'on a eu un plus haut à 77, et là, au niveau de l'acquisition, on était à peu près à un niveau de, voilà, disons, de 75. On a vu qu'après l'acquisition, on a une baisse. Mais attention, dites-vous également qu'on vend quoi? De l'équipement et des fournitures médicales. Donc ici, c'est tout ce qui concerne ici le remplacement de... C'est justement ici, je pense que c'est pour les chirurgiens orthopédiques. Donc c'est la chirurgie orthopédique de manière générale, ce genre de choses-là. C'est ce genre d'éléments-là qu'on vend, donc des hanches, ce genre de choses. Donc vous allez pouvoir aller vérifier ce qu'elle fait. Donc c'est une entreprise ici qui a généralement un avantage, voilà, on va dire ici un avantage concurrentiel. Notamment ici, on va se dire c'est un coup de changement. Parce qu'entraîner un médecin, un chirurgien sur ce genre de produit-là nécessite du temps. Et techniquement ici, si c'est un produit fiable, le médecin en question va pas avoir tendance à changer à long terme. Et également, vu que ce sont des éléments que vous allez mettre quand même dans le corps humain, donc dites-vous que ce n'est pas n'importe quoi qu'on va accepter. Donc, ça demande quand même une certaine expertise. On revient au niveau des marges. Je vois ici qu'il y a une question à poser au niveau des marges. Pourquoi est-ce que les marges au bout diminuent? Est-ce qu'on a baissé les prix pour augmenter les volumes? Question. Est-ce que l'entité qu'on a rachetée ici a des marges moins élevées, donc n'est pas encore, et le management n'a peut-être pas pour ambition de stabiliser ce nouveau segment-là? Ou bien également ici, c'est un segment sur lequel la croissance sera plus élevée dans le futur. Toujours aller vérifier, parce qu'en fait, quand il y a une pression au niveau des marges brutes, ce n'est pas réellement un problème si on ne vérifie pas pourquoi. Et vous ne pouvez pas répondre à la question pourquoi uniquement en regardant les chiffres. Mais une fois qu'on a posé la question, on a identifié à quel moment ça a commencé, on sait à peu près quel niveau de quel rapport financier on doit aller regarder. OK? Donc, ensuite, je regarde la marge EBITDA. Parce qu'on peut avoir des marges brutes qui diminuent, mais les marges EBITDA qui restent plutôt stables. On voit ici qu'on a des marges EBITDA qui ont également diminué après l'acquisition. Mais sur les dernières années, on a une augmentation. La pandémie est passée par là, etc. Mais on a une augmentation des marges EBITDA. C'est intéressant à aller regarder. Donc après, ensuite, on va vérifier, on va regarder. Donc c'est assez encourageant. Donc on a peut-être des marges, il reste à peu près 3% différentes par rapport à la moyenne ici. Et donc si ça continue, on pourrait revenir ici à ce qu'on a connu. Si je reviens ici, avant 2015, on avait à peu près quelque chose autour de 37%. Donc on a 4%, on est à 4%, 37%. Donc on est à peu près à 4% en dessous de ce qu'on avait en moyenne entre, disons, 2005 et 2015 par là. Donc, c'est encourageant. Maintenant, quelles sont les ambitions du management? Donc, la marge EBITDA a certes diminué, elle n'a pas remonté sur les derniers mois ici, mais la marge EBITDA augmente. Maintenant, pourquoi est-ce que la marge EBITDA augmente? Est-ce que c'est parce qu'on réduit la recherche et développement? Et si c'est le cas, faites attention. OK? Est-ce que le pourcentage qui est dépensé en termes de recherche et développement est le même que ses concurrents? À aller vérifier, parce que si vous regardez Novo Nordisk et Eli Lilly, Novo Nordisk dépense moins en termes de pourcentage de revenus sur la recherche et développement par rapport à Eli Lilly. Ça ne veut pas forcément dire ici qu'ils vont moins trouver, mais voilà, on va se dire ici que si vous êtes une entreprise dans le secteur médical, la recherche et développement, c'est une dépense en capital et très souvent, il vaut mieux être au niveau du secteur d'activité. Bref,
Ça reste quelque chose à aller regarder. Ensuite, on sait qu'on a une question à poser. Marge brute, marge EBITDA. Ensuite, je regarde ici les net income. Du point de vue net income, c'est beaucoup de fluctuations. Mais quand je prends ici la marge, quand je prends ici les free cash flow et que je les mets sur le même graphique, je vois ici que les free cash flow sont plus stables. Donc, je vois ici que les net income, free cash flow et net income peuvent avoir tendance à aller dans le même sens. Je pense qu'il faut juste les ajuster ici. OK? Ensuite, dette nette sur EBITDA, on a quelque chose qui diminue. Après la grosse acquisition qu'on a eue tantôt, c'est encourageant. Je veux quelque chose en dessous de 5. Mais c'est également bien de regarder la dette nette du point de vue volume. Qu'est-ce qu'on obtient ici? On a une dette nette aux alentours de 6 milliards. On voit également ici que le plus haut, c'était aux alentours de 11 milliards. Donc, on est en train de rembourser cette dette-là. La génération de cash flow, de free cash flow ici est aux alentours de 1 milliard par là si on prend les 5 dernières années. Donc, ça donne à peu près quelque chose d'assez encourageant pour rembourser la dette en 6 ans. OK? Donc, je pourrais également regarder ici en termes de free cash flow, on s'attend à combien, disons, en année N+3, on a à peu près aux alentours de 2 milliards par là. 1 milliard 900. Donc, le free cash flow risque de doubler. Et ça, c'est également encourageant. Donc, c'est à nous d'aller vérifier maintenant pourquoi est-ce que les analystes pensent que le free cash flow va doubler. Important. Donc, on peut déjà voir ici, c'est une entreprise intéressante du point de vue quantitatif. OK? Donc, maintenant, le nombre d'actions, il est plutôt, après l'acquisition, il a augmenté. Donc, dette plus émission d'actions pour financer l'acquisition en question. Et on a une diminution ici du nombre d'actions depuis 2023. Donc, on a un rachat d'actions mis en place. Intéressant. Donc, vous remarquez qu'avec les chiffres, on peut déjà poser des questions. Et maintenant, on sait à peu près par où on va commencer. Quand on va lire un rapport financier, on a un ensemble de questions à poser, essentiellement. Ou bien quand on va écouter un conférence call. Donc, maintenant, combien de fois les bénéfices du marché payent généralement pour ce genre d'entreprise? On va être, comme je vous l'ai dit ici, si c'est une compagnie en croissance, on sera à peu près aux alentours de 25 fois les bénéfices. Si c'est une compagnie plutôt mature, on sera à peu près aux alentours entre 20 et 15 fois les bénéfices par là. OK? Donc ici, en termes de croissance de manière générale, je pense qu'on va se situer aux alentours de 20 et 15 fois les bénéfices. Donc, le marché, ils ont tendance à payer combien de fois les bénéfices ici sur les dernières années? 10 dernières années, ils ont payé à peu près 15 fois les bénéfices. Vous voyez? On paye 15 fois les bénéfices. OK? Donc, je prends ici Fastgraft, ZBH. Et déjà, à partir de ce niveau-ci, c'est une entreprise qui pourrait m'intéresser. OK? Donc, je la mettrai dans ma watchlist. OK? Donc, ici, 15 fois les bénéfices en moyenne. Est-ce que c'est un business prévisible? Oui, 90% du temps, les années sont tendance à faire de bonnes prévisions ici. Là, on a des bénéfices nets ajustés, donc c'est assez correct. Ici, ça se rapproche des free cash flow. Donc, on a quelque chose ici aux alentours de, disons, 15 fois les bénéfices. Ça donne à peu près, en 2027, ça donne à peu près aux alentours, avec $9 par action attendu, ça donne à peu près aux alentours de $136. $136. OK? Donc, $136 moins la dette nette. Ici, 136 moins 29, donc 136 moins 29, on pourrait même dire moins $30, ça donne à peu près $107 l'action. Donc l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. Et si on regarde bien, c'est même une entreprise qui s'échange à peu près aux alentours ici de 10 fois les bénéfices attendus en 2027. Donc ça pourrait être encourageant également pour ceux qui recherchent un dividende. Actuellement, en date d'aujourd'hui, on a un rendement sur coût de 8,61%. Si on prend à peu près ce qui est attendu en 2027, on se retrouve à peu près aux alentours de 10% par là. Donc ce qui pourrait être intéressant. Maintenant, au niveau du business model, on aimerait comprendre qu'est-ce qui pourrait faire à ce que l'entreprise continue à générer le même niveau ou bien plus que les bénéfices, les free cash flow qu'elle a généré sur les dernières années. C'est ce qui devrait nous encourager. Est-ce qu'elle va continuer à racheter ses actions? C'est également ça qui devrait nous encourager. Mais sinon, au prix actuel, ça peut être intéressant à aller regarder en profondeur. Donc, quel est le prix que je mettrai ici? $107 l'action dans ma watchlist. Donc, je viens là, je prends, à la dernière fois, on était à 123. Parfait. Je vais juste faire une mise à jour. $107, 123, donc actualiser. Tac, tac, tac. Je rappelle ici que pour ceux qui ont accès au service Top Premium, j'ai fait une note d'analyse sur cette compagnie. Donc, on va quitter cette page-là. On va actualiser. Voilà. Donc, j'ai fait une note d'analyse sur le secteur d'activité ici. Donc, la note d'analyse est essentiellement basée. C'est une note d'analyse sectorielle essentiellement basée sur la lecture des rapports financiers, des coûts des conférences calls des différentes entreprises dans ce secteur d'activité, surtout les entreprises leaders, histoire de savoir, de comprendre qu'est-ce qui se passe en date d'aujourd'hui, quelles sont les thématiques positives et négatives sur les 12 prochains mois, quels sont les éléments qui reviennent. Ça vous permet ici de commencer ici ça vous permet ici de savoir à peu près, en lisant les rapports financiers, est-ce que les thématiques positives qui ont été identifiés pour le secteur d'activité se vérifient effectivement au fur et à mesure que les trimestres avancent, ou bien les thématiques négatives ici ont tendance à impacter plus l'entreprise. Donc bref, je vous laisse aller voir à peu près la note d'analyse en question pour ceux qui ont accès au service Top Premium. Donc on continue.
Je vais juste mettre à jour. Donc, je vais ici dans le secteur Healthcare, c'est ici, Equipment. Voilà. On est bon. Donc, je prends Zimmer Biomet, 107 $. 1,07. Et donc, au prix actuel, c'est une entreprise intéressante à aller regarder en profondeur. La dernière fois, on était le 24 du mois de janvier 2025. Donc, 24 janvier 2025, on avait à peu près un prix de combien quand on a commencé ici? Voilà, on sent une centaine de dollars par là. Donc, ça reste intéressant au prix actuel. En tout cas, je pense qu'on est à peu près à 10 fois les bénéfices. Donc, toujours intéressant d'aller regarder une entreprise qui se change à peu près vers ces niveaux-là. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. Ceci n'est qu'une analyse quantitative. L'analyse quantitative vous sert essentiellement ici à poser les bonnes questions quand vous allez lire les rapports financiers et également à déterminer si c'est une entreprise qui pourrait mériter votre attention, donc une place dans votre watchlist. Et c'est le cas ici. Ça, ce n'est que mon choix. Ok, vous avez le droit d'avoir un avis complètement différent. Le lien vers la watchlist ainsi que le service Top Premium est en description de la vidéo et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci, au revoir.